Hey, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui au petit train de Martel dans le Lot, donc dans le 46. Et donc on va faire le petit tour qui dure environ 1 heure, donc un aller-retour avec la jolie locomotive qui est ici derrière nous. On dirait tellement, le Poedelare Express, c'est incroyable. Allez, c'est parti. La locomotive est une machine à vapeur qui peut se déplacer en utilisant le travail de la vapeur qu'elle produit elle-même. La locomotive se compose de 3 parties principales ensemble. La chaudière qui produit la vapeur nécessaire, le châssis qui se compose du cadre et des roues, la machine à vapeur qui transforme la vapeur en force motrice. Pour mettre en chauffe la machine, c'est-à-dire avant la mise en mouvement, il faut compter environ 3 heures. Le chauffeur allume le feu dans le foyer avec du bois, puis l'alimente doucement en charbon pour faire monter la température dans la chaudière progressivement. Lorsque la pression vapeur atteint 11 bars, la locomotive est en chauffe et est prête à circuler. Pendant les voyages, le chauffeur alimentera régulièrement le foyer en charbon afin de maintenir une bonne pression, qui sera nécessaire au retour pour la montée de la rampe de 20 sur 1000 jusqu'en gare de Martel. Nos machines à vapeur ont été restaurées ou reconstruites dans nos ateliers par les salariés avec l'aide de bénévoles de l'association qui ont transmis leur savoir-faire et leur passion pour ces vieilles dames. Nous possédons 2 locomotives à vapeur en état de marche, une en cours de reconstruction et 2 en exposition. Taillée dans la falaise de Mirandole, surplombant la Dordogne de 80 mètres, cette ancienne ligne Bordeaux-Aurillac fut construite entre 1880 et 1884. Mise en service en 1889, elle vint concurrencer le trafic des gabarres de notre rivière Espérance. Déferrée en 1917 pour les besoins militaires afférents au premier conflit mondial, elle fut reconstruite en 1919 avec du rail américain, toujours en place à ce jour de Martel à Saint-Denis. À cette époque, le train servait à l'expédition des truffes du marché de Martel, l'un des plus importants de France, d'où le nom de Truffadou. La ligne était inexploitée depuis 1980, lorsqu'en 1991, un groupe de passionnés bénévoles, désireux de préserver ce chef-d'œuvre, crée une association qui, avec des années de travail, ouvre de nouveau la ligne en 1997 et connaît chaque année un succès grandissant. Le chemin de fer touristique du Haut-Quercy, association loi 1901, propose de Pâques à Toussaint un voyage dans le temps et en corniche sur la vallée de la Dordogne. Basée à Martel, l'association se développe régulièrement depuis 1992, transformant année après année le terrain vague qui était devenu la gare de Martel en un espace ferroviaire de la vie d'autrefois. Toujours plus nombreux, les voyageurs se pressent désormais pour monter à bord de nos trains. Aujourd'hui incontournable de l'économie locale, le train à vapeur de Martel affiche plus de 100 000 personnes chaque année et se tourne vers l'avenir. Une 3e machine à vapeur entre en service cette année.
L'ancienne halle à marchandises, transformée en bâtiment voyageurs en 2010, s'agrandit à l'identique de 3 travées. Toujours dans la configuration des bâtiments de l'époque, un sanitaire la prolonge. Le vélorail de la vallée de la Dordogne est en train de naître sur le prolongement de notre ligne et proposera dans un avenir proche une balade insolite entre ramures et prairies. Un retour en train proposera un aperçu des espaces naturels qui nous entourent, mais aussi des sites incontournables de nos causses et vallées, ainsi que les bonnes tables et produits du terroir. Une petite encyclopédie vivante du bon vivre en Haut-Quercy. Les ateliers entretiennent et restaurent les matériels de l'association et celui confié par la SNCF. Des savoir-faire venus d'un autre âge se préservent ici et permettent de réaliser en interne la plupart des interventions. Le train de Martel a rassemblé ainsi divers matériels dans un but de sauvegarde du patrimoine et le restitue petit à petit à minima dans son aspect visuel. Que ce soit un wagon-citerne, des machines à vapeur telles la Trambouze ou la 150, des matériels plus particuliers comme le Picasso, ou la grue à vapeur, la grue manuelle ou de plus petits objets qui peuplent le musée du premier étage de la gare voyageurs. Le conseil municipal de Bergerac, ami du rail, émit l'idée en 1852 d'un projet de liaison par fer de Bordeaux à Lyon par la vallée de la Dordogne. Cette idée de transversale ferroviaire fut retenue par Périgueux, Bergerac, devant se contenter d'une desserte moins ambitieuse pour la vallée de la Dordogne, le transport étant déjà assuré par les gabarres sur la rivière. 10 années plus tard, en 1862, un décret donna attribution à M. Rougemont de Lovenberg d'une concession pour une ligne Libourne-Bergerac. Cette compagnie, mise en faillite en 1868, fut reprise par le P.O. Compagnie de chemin de fer Paris-Orléans, l'année suivante. Le décret du 2 janvier 1869 donna définitivement concession au P.O. pour le projet de prolongement de la ligne depuis Bergerac jusqu'au buisson de Cadouin, reliant ainsi les lignes Paris-Bordeaux et Paris-Agen. En 1975, M. Caillot, ministre des Travaux publics, avait présenté à l'Assemblée nationale le projet de jonction Saint-Denis-les-Martels, le Buisson, parmi un package de 19 lignes d'intérêt général. La loi du 31 décembre 1875 proclama le prolongement de Libourne au Buisson et Aurillac via Saint-Denis-les-Martels, reliant ainsi Paris à Toulouse par Cap-de-Nac. Les études vont commencer depuis 1876 pour la réalisation de 75 km de Le Buisson à Saint-Denis. Dès 1877, sont lancés les appels d'offres pour le percement des tunnels, les enquêtes parcellaires et procédures de cession des lots par le ministre des Travaux publics. Les mises en service se firent par étapes. Le Buisson Sauriac-Sarlat le 5 juillet 1882, Sarlat-Cazoulès le 30 août 1884, Cazoulès-Souillac-Saint-Denis Pré-Martel le dimanche 16 juin 1889 sous la présidence de M. Guyot, ministre des Travaux publics, entouré des élus et autres corps constitués. Un train spécial parti de Buisson vers 8h, entra en gare de Sarlat vers 8h50 en direction de Souillac pour inaugurer la route toute nouvelle gare et poursuivre jusqu'à Saint-Denis. Enfin, Saint-Denis près de Martel, Viescamp, Aurillac le 11 mai 1891. 3 années furent nécessaires pour relier Martel à Saint-Denis près Martel. Un immense travail pour réaliser cette infrastructure ferroviaire longue de 7 km avec 5 tunnels et un viaduc. La Grande Guerre voit en 1917 la dépose des rails du parcours, ceux-ci envoyés sur le front du nord-est de la France pour la construction d'une ligne approvisionnant les forces armées américaines. En 1918, après le conflit, le gouvernement US reconstruit la ligne avec du rail américain encore en place aujourd'hui.
De nouveau, la France est occupée au cours du deuxième conflit mondial. La résistance française en 1944, afin d'empêcher l'ennemi de remonter en Normandie après le débarquement des forces alliées, commet de nombreux actes de sabotage. Elle fit sauter un viaduc ferroviaire à Souillac et provoqua le déraillement d'une grosse locomotive bloquant ainsi le pont Eiffel de la ligne de Capdenac. Tous les trains reliant Paris-Toulouse utilisèrent la section Saint-Denis-Martel, soit de 40 à 50 trains par jour pendant plus de 2 ans. Certains très lourds avaient 2 ou 3 locomotives en tête quelquefois, une autre en pousse, la pente importante étant de 20 sur 1000, soit 20 mètres tous les 1000 mètres. Après la guerre, comme ailleurs, le trafic diminuant fortement jusqu'à seulement 2 ou 3 trains journaliers. La gare de Martel ne connaît qu'une faible fréquentation de voyageurs et n'a guère d'autres trafics de marchandises. L'hiver, que celui de la truffe, lors des marchés hebdomadaires, 10 tonnes jusqu'à 20, très exceptionnellement lors des marchés les plus achalandés. Faute de rentabilité, la décision de fermer le tronçon Sarlat-Saint-Denis-Pré-Martel est prise. Le dernier autorail Aurillac-Bordeaux circule le 31 mai 1980. Durant une dizaine d'années, la ligne entre Souillac et Saint-Denis reste sans utilisation. Une partie de l'itinéraire séduit un ingénieur des mines Philippe Coudeville. Il aimerait ouvrir la ligne au tourisme. En suivant la voie, il a fait la connaissance d'un exploitant agricole, Hervé Lacarrière, dont la propriété est traversée par la ligne. Cette ligne a toujours fasciné Hervé. Du haut de la falaise, avant de disparaître dans le grand tunnel tout noir, j'avais très peur d'emprunter cette plateforme que je voyais comme un domaine secret de l'État. J'ai toujours admiré le savoir-faire des anciens et leurs œuvres. Je voulais à tout prix préserver et mettre en valeur ce beau tronçon de ligne, mais comment? Il se joint à Philippe Coudeville et œuvrent ensemble pour sauvegarder la portion de ligne, la plus pittoresque, entre Martel et Saint-Denis-Pré-Martel. En 1991, un groupe de passionnés bénévoles fonde l'association Loi 1901 du chemin de fer touristique du Haut-Quercy. Elle a pour but la conservation et la défense du patrimoine ferroviaire, notamment la remise en activité, la conservation et l'exploitation d'installations et de matériel ferroviaire. Après de longues démarches administratives, l'association devint propriétaire de 8 km de voies et exploite 6,5 km. Il faut plusieurs années pour sécuriser les voies dont la végétation avait pris le dessus et acquérir le matériel nécessaire. Matériel ferroviaire qu'il faut parfois restaurer avant sa mise en circulation. Les premières circulations touristiques ont lieu en 1997. 6000 voyageurs accueillis cette première saison, début très prometteur. Très vite, l'association se développe grâce aux trains vapeur et tirant des voitures baladeuses, ouvertes et panoramiques. Première locomotive qui a été restaurée dans l'atelier de l'association grâce à des bénévoles. Avec le temps, les installations de la gare de Martel sont devenues plus professionnelles. Elles comprennent aujourd'hui l'atelier d'entretien et de réparation du matériel roulant, divers matériels pour les travaux de voie, du matériel en exposition, un musée et une magnifique gare voyageurs.
Ouvert en 2014, le musée, installé au-dessus du hall d'accueil, a bénéficié de la donation de la collection réunie par José et Nadine Demeur, complétée par d'autres objets. Tous ces objets sont témoins de la riche histoire du rail, des uniformes, des outils, des manuels d'école, des objets, des anciennes compagnies de chemin de fer français. L'association compte une soixantaine de membres et 6 salariés à l'année, effectif porté à 18 sur la période estivale. Notre association pleine de projets partage son dynamisme et sa motivation avec des milliers de voyageurs, 100 000 en 2022, qui s'approprient ce parcours sur une des parties les plus pittoresques de la vallée de la Dordogne. Arré à Martel, cette cité médiévale, ancienne capitale administrative de la vicomté de Turenne au XIe siècle, est une curieuse cité, riche de nombreux monuments témoins de l'histoire du Moyen Âge à nos jours, avec ses 7 tours, 5 tours de guet et 2 dédiées au culte. Au début du XXe siècle, un très important marché trufficole animait l'activité économique locale. Malheureusement, attaqué par des maladies destructives, l'outil de production a disparu en 1928, ne laissant que le souvenir bien ancré de cette or noire du Quercy. Après le passage sur le pont, en arche biaise, à 70 degrés par rapport à l'axe de la voie sur lequel passe la départementale 840, axe Brive-Méditerranée, commence la descente vers Saint-Denis-près-Martel. Sur une pente continue de 20 degrés et d'une longueur de 6 km qui conférera une déclivité de 120 mètres au point d'arrivée en gare. Une magnifique voûte boisée conduit le tunnel de Mérangle, long de 269 mètres, premier d'une série de 5, et situé au milieu d'une grande ligne droite d'environ 1,5 km. Il amène le train en face d'une maison de garde de voie. En ce point du trajet, l'histoire ressurgit en rappelant que le train ne fut pas toujours le bienvenu à la fin du XIXe siècle. Il dérangeait. Les riverains voyaient leur terrain coupé, morcelé. Pourtant, bien indemnisés, ils se sont opposés à la construction du chemin de fer. Surtout, ce sont les acteurs du transport fluvial avec leurs gabarres, bateaux à fond plat sur la Dordogne, qui ont réagi très violemment en sabotant le chantier, en faisant sauter les infrastructures à l'explosif. La compagnie d'Orléans, en charge de la réalisation de la ligne, a dû, pour faire face à ces actes délictueux, créer un corps des gardes-voies, agents armés de sabres qui arpentaient nuit et jour le chantier et étaient logés par elles en des maisons de garde. Dernier témoin de cette page d'histoire, cette construction sauvegardée à l'entrée du tunnel de Mirandole est habitée par un particulier et présente tous les stigmates du XXIe siècle. Les autres maisons de garde, construction d'une architecture ferroviaire classique de type PO, ont été rasées faute d'activité pour raisons fiscales, car assujetties à l'impôt sur le foncier. La voie jusqu'alors orientée nord-sud amorce une grande courbe, inscrite presque en sa totalité à l'intérieur du second tunnel, le plus long des 5 avec 394 mètres, qui amènera le parcours dans une direction nord-est parallèle à la vallée de la Dordogne. Le tunnel de Mirandole, vaillamment défendu par un donjon signature de l'ingénieur en charge de sa construction, est un ouvrage tout en pente et en courbe.
La vallée se découvre en sortie où le train se trouve niché à flanc de falaise à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière. Un paysage exceptionnel séduit le voyageur. La vue s'étend depuis le cirque de Floirac jusqu'au contrefort du Massif central, en surplombant les méandres de la rivière Espérance. Poursuivant sa descente le long de la vallée, le convoi va traverser 2 petits tunnels, Roc Blanc, 40 mètres de long, puis le tunnel des Peintures, avec ses 72 mètres. Des peintures rupestres subsistent, vestiges d'un ancien château tombé en ruine, qui, à l'origine, était construit en semi-troglodyte. De la pierre toujours avec, en contrebas de la voie, un perret construit à 45% de pente, malgré ses 140 ans d'âge. Il le fixe et contient les déblais issus du percement des tunnels qui ont été entassés à l'intérieur d'une vallée transpercée par le train. Ce perret se substitue à la construction d'un viaduc dont les coûts de réalisation auraient fortement impacté le budget et surtout a permis de résoudre le problème de la destination des déblais. Surtout le long de cet itinéraire artificiel taillé dans le roc, toujours entre chênes et falaises, dont les coups de foreuse demeurent dans la pierre, le train pénètre dans le tunnel des Courtils, long de 116 mètres. En sortie, une construction dénommée cabane de cantonnier est bâtie sur l'emplacement d'une ancienne maison de garde dont les fondations restent apparentes, ainsi que la citerne d'eau. Les cantonniers étaient en charge des travaux et de la surveillance d'espaces de voies, dénommés cantons dans une structure hiérarchique faite de chefs, sous-chefs et agents. Le viaduc des Courtils apparaît dans sa courbe gracieuse en surplomb du hameau du même nom avec ses 7 arches sur 140 mètres de long et 35 mètres de haut. La séquence vallée se poursuit en découvrant à la verticale le petit hameau de Balme avec son moulin en eau du XVIIIe siècle par la Tourmente, cours d'eau né à Turenne en Corrèze. La maison du meunier, avec son long toit surmonté d'un campanile, apparaît comme signe extérieur de prospérité à l'époque. Jusqu'à Saint-Denis-près-Martel, les bords de voie laissent deviner les anciens Courtils, ces petits jardins autrefois travaillés et entretenus par les employés du dépôt ferroviaire de Saint-Denis. Les premières demeures de la commune encadrent l'église du XIXe siècle et le train franchit le passage à un niveau communal qui précède la connexion d'avec la ligne de Toulouse par Capdenac et l'entrée en gare. La gare de Saint-Denis-près-Martel, archétype du style PO, nœud ferroviaire important au moment de sa construction, conserve une activité voyageur conséquente. L'activité passée d'un dépôt assurait la vie d'une 60aine de familles. Le transport des marchandises en transit malheureusement a disparu de nos jours. Les bâtiments de la gare, les commandes et la signalisation restent encore aujourd'hui les témoins du fonctionnement et de la vie socio-économique du site à l'époque. Ah, le pont. Vas-y Alex, je te tiens et ouais. Et avec ce pilote direction de 5 Xperia. J'espère que celui-ci vous aura plu.
Et si c'est le cas, n'hésitez pas à parler de nous. Vous êtes notre meilleure publicité. Alors avant le départ, j'aimerais qu'on fasse une ovation pour l'équipe de la loco. Et oui, il faut les mettre les kilos de charbon à la pelle sous un foyer à plus de 60 degrés. Ils méritent que les applaudissements bien fort. L'association, c'est moi qui vous remercie de votre visite aujourd'hui, en espérant de le trouver pour nos futurs projets. Alex, tu vas nous accompagner parce que là, je me sentais un peu vérifier à ne rien oublier sur et sous les banquettes. On a déjà retrouvé des objets qui pourraient vous manquer. Ça serait dommage. Et merci d'attendre le signal pour pouvoir reconnaître. Lily, ça touche pas? Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Moi je l'avais déjà fait, je l'ai refait, mais vu que je m'en souvenais pas, c'était une redécouverte. Donc c'était super cool. On s'est pris la vapeur de charbon et d'eau dans la tronche. Du coup j'ai plein de charbon sur les mains, c'est génial. Mais en tout cas c'était une super expérience. Et j'espère que vous viendrez le faire dans le Lot pour les faire vivre et découvrir tout cela. Bye!